Si, comme l'a dit un jour le général de Gaulle, la France n'était pas ce qu'elle est, c'est-à-dire la France, tous les Français seraient des étrangers. Si, comme l'a dit également, à peu de choses près, et un autre jour, le général de Gaulle, les choses étaient autres que ce qu'elles sont, c'est-à-dire ce qu'on voudrait qu'elles soient. Il s'en trouvait encore pour regretter qu'elles ne soient plus ce qu'elles étaient. L'heure tant souhaitée de la paix universelle sonnera au clocher de Notre-Dame de Bonne Nouvelle quand les cartes d'état-major seront remplacées par des cartes de visite d'état civil. Pas demain la veille. L'esprit de l'escalier est avoir raté une marche dans celui de l'à propos. Ça a l'air de rien, mais en vérité, c'est pas grand-chose. Celui que la fumée n'empêche pas de tousser, et que la toux n'empêche pas de fumer, a droit à la gratitude de la Régie française des tabacs. La véritable modestie consiste à ne jamais se prendre pour moins que ce qu'on estime qu'on croit qu'on vaut. L'imbécile prétentieux est celui qui se croit plus intelligent que ceux qui sont aussi bêtes que lui. En politique, parler pour ne rien dire et ne rien dire pour parler sont les deux principes majeurs de tous ceux qui feraient mieux de la fermer avant de l'ouvrir. En hiver, on dit souvent « fermez la porte, c'est froid dehors ». Et quand la porte est fermée, c'est toujours aussi froid dehors. Pensez pas, bah c'est cartésien, je sais pas, moi je comprends pas. Un chemin qui descend. C'est un chemin qui monte en sens inverse et réciproquement. S'il y a loin de la coupe aux lèvres, il y a près de 400 km de Paris à Clermont-Ferrand. L'homme vraiment courageux, c'est celui qui se couche à côté de son travail, histoire de prouver qu'il n'a pas peur de lui. En matière de politique sociale, les pouvoirs publics disent qu'il faut s'entendre pour se mettre d'accord. Le patronat de droit divin dit non. Le jeune patronat dit oui. Le contrat social des conventions collectives dit il faut voir pour se rendre compte. Les centrales syndicales disent c'est tout vu, les comptes sont rendus. Et la classe ouvrière dit merde. Le privilégié de la nature, qui est myope d'un œil, presbyte de l'autre, et qui louche de surcroît, n'a aucune excuse de ne pas se rendre compte dans le même instant de ce qui se passe autour de lui. L'homme accompli et complet est celui qui sait suffisamment se retourner dans la vie pour faire face au risque de se trouver nez à nez avec ce qu'il a dans le dos. Ce qui n'est pas tellement commode, faut dire ce qu'il y a. Moi, d'être acrobate. Qu'on le veuille ou non, une paire de chaussures neuves ne remplacera jamais un chapeau, même usagé pour se boiter. Ils vont rigoler avec leurs penseurs. Dans la connaissance du monde, ceux qui ne savent rien en savent toujours autant que ceux qui n'en savent pas plus qu'eux. Une que j'aime bien aussi, elle est belle celle-là, oh, elle va loin. Celui qui dans la vie est parti de pas grand-chose pour n'arriver à rien, n'a de merci à dire à personne. Quand ça tourne pas rond dans le carré d'hypoténuse, c'est signe qu'il est grand temps de prendre les virages en ligne droite. Quand une respectueuse file sportivement ses 15 nœuds de moyenne horaire, c'est la preuve que le sandwich à la gabardine est fait pour casser la peau qui la plie. Si un bon averti en vaut deux mauvais avertis ne veulent pas grand-chose. Tant que le briefing restera dans le garde-manger, ce qui s'est passé l'année dernière à Marienbad ne se renouvellera pas l'an prochain à Jérusalem. À l'éternelle question, qui sommes-nous? D'où venons-nous? Où allons-nous? Je réponds, je suis moi, je viens de chez moi et j'y retourne.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, j'ai le grand plaisir honorifique de présenter à vous ce soir, n'est-ce pas, tout à fait exceptionnellement dans le plus simple appareil d'une beauté qu'on vient d'arracher, on ne sait pas quoi d'ailleurs, n'est-ce pas, vous présenter le Tsar Rabindranath Duval, qui est le descendant authentique des grands tsars, des grands visionnaires de l'Inde, n'est-ce pas? Votre sérénité. Vous avez bien dîné déjà. Vous descendez. Vous descendez des grands tsars de l'Inde, n'est-ce pas? Oui. Vous êtes né dans l'Inde. Je suis né dans l'Inde. À quel endroit dans l'Inde? À Châteauroux. À Châteauroux. C'est extraordinaire, vraiment. D'ailleurs, je crois savoir des sources sûres que votre père était hindou. Hindou, oui. Oui, votre grand-père. Hindou. Et votre arrière-grand-père. Hindou. Voilà, c'est donc par conséquent, n'est-ce pas, là, depuis de longues années, la pratique de la vision hindoue. Dites-moi, votre sérénité, vous avez le don. Vous avez le don de double vue. Oui. N'est-ce pas? Je vois double. Il voit double. Je m'en doutais un peu d'ailleurs, n'est-ce pas? Vous voyez double, mais c'est héréditaire. Héréditaire. Oui, c'est atavique. Non, c'est à moi. Non, mais en fait, je veux dire, c'est congénital. Non, c'est quand j'ai trop bu. Oui. Ça revient au même, n'est-ce pas? Il faut dire, n'est-ce pas, je tiens absolument à préciser que sa sérénité fait de grands exercices tous les jours, quotidiennement, presque, n'est-ce pas, pour conserver son don de double vue. Il fait le yoga, n'est-ce pas? Vous faites le yoga? Oui, oui. Oui, c'est ça. C'est le yoga de la narine. C'est ça, le yoga de la narine. N'est-ce pas? Et il surveille également de très près son alimentation. Quelle est votre alimentation? Qu'est-ce que vous prenez pour votre dîner? Uniquement la cuisine à l'huile. À la cuisine des tsars. Et tous les tsars, oui. Oui, mais pourquoi? Parce que les sardines à l'huile. Parce que les tsars, il est extraordinaire, n'est-ce pas? Vraiment, c'est pas tiré par les cheveux du tout, parce qu'il n'y en a plus, n'est-ce pas? Non, mais c'est vraiment extraordinaire. Alors, si vous permettez, nous allons nous livrer sur quelques personnes de l'assistance publique, n'est-ce pas, à des expériences tout à fait extraordinaires. Votre sérénité, je vais vous donner un microphone, n'est-ce pas, qui est entièrement démontable et complètement cassé, parce que c'est pas donc. Voilà, c'est tout sans fil. Voilà. Votre sérénité, n'est-ce pas, je vais vous demander de vous concentrer soigneusement. Voilà. Vous êtes concentré? Je suis concentré. Il est concentré, comme on dit chez Nestlé. C'est parfait. Votre sérénité, concentrez-vous bien. Vous êtes en transe? Oui, je suis en transe napolitaine. En transe napolitaine. C'est pour dire qu'il a chaud. Votre sérénité, alors concentrez-vous bien. Dites-moi, je vous prie, quel est le signe zodiacal de monsieur? Je suis placé sous le double signe zodiacal du lion et du phoque à poil dur. Oui. Dites-moi, quel est son caractère? Impulsif, parallèle et simultané. Oui. Quel est son avenir? Monsieur a son avenir devant lui, mais il aura dans le dos chaque fois qu'il fera demi-tour. Ah, c'est vous dire, n'est-ce pas? Il est vraiment extraordinaire. Voulez-vous, je vous dis, à présent, s'il vous plaît, me donner le signe zodiacal de mademoiselle? Mademoiselle est placée sous le triple signe bénéfique de la Vierge, du Taureau et du Sagittaire avant de s'en servir. Ah. C'est bien exact, n'est-ce pas? C'est ça, il a raison. Il l'a mis dans le mille. N'est-ce pas? Il l'a mis dans le mille, comme disait Jean-Jacques Rousseau. Dites-moi, votre sérénité, au lieu de vous marrer comme une baleine. Excusez-nous, sa sérénité, n'est-ce pas, est en proie aux divinités contraires de l'Inde. Brahma et Vishnu, n'est-ce pas? Brahma, la guerre, et Vishnu, la paix. Oui. Voulez-vous me dire, s'il vous plaît, votre sérénité, n'est-ce pas? Voulez-vous me dire quel est l'avenir de mademoiselle? L'avenir de mademoiselle est conjugal et prolifique. Ah, prolifique? Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle aura des enfants? Oui. Des enfants? Des jumelles. Des jumelles? Combien? Une paire. Ah.
Avec la courroie et l'étui. Avec la courroie, c'est extraordinaire. Voulez-vous à présent me dire, je vous prie, quel est le signe zodiacal de monsieur? Monsieur est placé sous le signe de Neptune, Mercurochrome. Ah! Quels sont ses goûts? Monsieur a des goûts sportifs. Oui, son sport préféré? Le sport cycliste. Tiens, il peut pratiquer sans inconvénient? Oui, mais à condition toutefois de se méfier. Se méfier de qui? De quoi? De certaines personnes de son entourage qui prétendent que sa compétence dans le domaine de la pédale exerce une fâcheuse influence sur son comportement sentimental. Ah! Encore une fois, vous avez mis dans le mille. Mais dites-moi, qu'est-ce que vous lui conseillez, municipal? Je lui conseille vivement de ne pas changer de braquet et de surveiller son guidon. C'est vrai! Votre sérénité, alors, tout à fait autre chose à présent. Voulez-vous me dire quel est le sexe de monsieur? Masculin. Oui? Vous êtes certain? Oui, vous pouvez vérifier. Non, mais on vous croit sur parole. Et dites-moi, quelle est sa taille? Sa taille, 1m76 debout, 1m56 assis, et 0m83 roulé en boule. Ah bon, c'est parfait. Et dites-moi, il pèse combien? Oh, 2 fois par mois. Non, votre... Excusez-le ça, n'est-ce pas? Excusez-le, n'est-ce pas? Ne comprend pas bien le français, n'est-ce pas? Non. Je vous demande quel est son poids. P-O-I-X, n'est-ce pas? Excusez-le. N'est-ce pas? Vous ne pouvez pas. 72 kg 500 sans eau, sans gaz et sans électricité. Oui. Dites-moi, quel est le degré d'instruction de monsieur? Secondaire. Oui, c'est exact. Est-ce que Oui. monsieur a des diplômes? Oui. Oui. Monsieur est licencié. Ah, licencié. Licencié GL. Licencié GL, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il travaille au Galerie Lafayette et qu'on a foutu à la porte. Ah! S'il vous plaît, votre sérénité, concentrez-vous bien. Combien monsieur a-t-il dedans? Hein? Combien monsieur a-t-il dedans? 30 dedans et 2 dehors. Voilà, très bien. Monsieur a-t-il des complexes? Oui, monsieur fait un complexe. Ah, quel complexe? À certains moments, il prend sa vessie pour une lanterne. Et alors? Et alors, il se brûle. Eh oui, ça c'est... Votre sérénité, mais bien sûr, dites-moi votre sérénité, mon petit bonhomme. Dites-moi, de quelle nationalité, madame? Française. Oui, et son père? Esquimau. Oui. Et sa mère? Pochette surprise. Très bien. Et ta sœur? La sœur, elle va le beurre quand elle va Oui, non, bon, oui, ça va. Escroc. Différent. Voilà. Espèce de mal élevé. Mauvaise éducation, excusez-le, n'est-ce pas, il n'a pas longtemps qu'il en a une touche là-dessus, tiens. Et encore, il y a 3 ans, il n'avait même pas un plateau, n'est-ce pas? Il avait directement le pied de la table. Mais enfin, ça, c'est autre chose. Votre sérénité, pouvez-vous me dire, n'est-ce Ouais. pas? Pouvez-vous me dire, s'il vous plaît? Pouvez-vous me dire? Oui. Ouais. Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Je peux vous dire que vous savez plus votre texte. Si vous êtes si intelligent, dites-moi donc ce que je dois vous demander à présent. Tiens. Votre sérénité, pouvez-vous me dire, c'est très important, concentrez-vous. Pouvez-vous me dire quel est le numéro du compte en banque de monsieur? Oui. Vous pouvez le dire? Oui. Vous pouvez le dire? Oui. Il peut le dire, bravo, c'est extraordinaire. Alors, c'est vraiment sensationnel. Votre sérénité, quelle est la nature du sous-vêtement de monsieur? Monsieur porte un slip. Oui? De quelle teinte? Saumon fumé. Tiens. En quoi est-il? En chachlik mercerisé. Ah! Et là, un signe particulier? Oui, il y a quelque chose écrit dessus. Quoi donc? Suivez la flèche. C'est merveilleux! C'est extraordinaire. Vraiment, c'est tout à fait extraordinaire.
que voici, que voilà. A-t-il... Monsieur, il est sourdingue en plus. Ou alors il est rond. Votre Sérénité, monsieur a-t-il un signe particulier? Oui, un tatouage. Ah, un tatouage. Très intéressant, Oui. n'est-ce pas? C'est bien exact. C'est bien... Je ne lui fais pas dire, c'est bien exact. Et où se trouve situé le tatouage de monsieur? Je suis extrêmement fatigué, je m'excuse. Mais Non, alors, voyons. c'est monsieur très délicat de Schumacher, ce je froid vous en- et je suis très fatigué. Non, monsieur Schumacher, s'il vous plaît. Il est dans un état épouvantable, excusez-le, n'est-ce pas? Il marine dans la... Votre Sérénité, je vous demande où se trouve situé le tatouage de monsieur. Le tatouage de monsieur est situé à un endroit que l'honnêteté et la décence m'interdisent de préciser davantage. Ah bon? Mais qu'est-ce que vous entendez par là? Oh, par là, j'entends pas grand-chose. Non, mais... Je vous prie de vous concentrer davantage. Oui, je me concentre. Espèce de mal au trou. C'est normal d'ailleurs, on n'a pas idée de s'asseoir. Escroc. Alors que représente le tatouage de monsieur, s'il vous plaît? Bon, le tatouage de monsieur représente, enfin, lorsque monsieur est dans de bonnes dispositions, le tatouage représente d'un côté la cueillette des olives en Basse-Provence, et de l'autre, un épisode de la prise de la Smada d'Adlet-Calère par les troupes de Duc d'Aumale en 1843. Ah, parfait. Et de plus? Et c'est en couleur. Et c'est en couleur. Bravo. Mes félicitations, monsieur, vraiment. Si, vraiment, très bien. Mes compliments, madame, mes compliments. Madame a de la lecture pour les longues soirées d'hiver, c'est parfait. Votre sérénité, Ouais. votre sérénité, vraiment, vous avez été extraordinaire. C'est vrai, vraiment, il est vareuse, il est vareuse. Il est unique, pardon, je me suis trompé de vêtements, mais ça ne fait rien. Ne reste plus qu'à envoyer des baisers à l'assistance publique, espèce de mal élevé, n'est-ce pas? Vous voulez envoyer des baisers à l'assistance publique pendant que je dis bonsoir, mesdames, bonsoir, mesdemoiselles, bonsoir, messieurs. En vain, j'interroge, furieux, ce théâtre, où de pianiste je tiens lieu. Oui, je dois répéter une nouvelle chanson avec Pierre Dac. Ah, toujours en retard, ces chansonniers. Mais le voici, prenons un air de rien, soyons aimables. Ah, te voilà poète, décadent et en bas âge. Salut, Trémolo, ça va. Occupe-toi de ta mangeoire, à âne. La mangeoire à âne. Et oui, quoi, ta boîte à son, ton piano. Ah, ça ne fait rien, tu es bougrement en retard. Pas ma faute, mon vieux. Je me suis arrêté chez un parent à Tristan Bernard, un soldeur. Un soldeur? Oui, un soldeur, qui par surcroît est un fervent de Wagner. Quoi? Oui, il s'appelle Tristan et Isolde. Il est bon, celui-là. Qu'est-ce que ça veut dire, cette sonnerie? Pas de gymnastique, je suis pressé. Je vais à 5 heures au concert colonne entendre le prélude à l'après-midi d'un faux. Mon vieux, il n'y a pas de concert, le chef d'orchestre est enroué. Alors, ce sera le prélude à l'après-midi d'un aphone. Ah, il est beau aussi, celui-là. Mais suffit, mon vieux. Voilà mes paroles. Tu as fait la musique? Oui. Eh bien, alors allons-y. Répétons. Quel est le titre? Mon cœur est un feu de Bengale. Polka, piston. Soutiens les basses. L'amour est un papillon rose qui butine un petit peu partout. C'est vraiment une douce chose qui fait frissonner autour du cou. Aussi sans plus faire de pause, aimons-nous la nuit et le jour. Amis, chantons toujours ce poétique refrain d'amour. Je suis toujours joyeux, car mon cœur est un feu, mais chose peu banale, un vrai feu de Bengale. Entre nous, ça vaut mieux que de se laver les yeux avec un presse purée ou de se passer les trous de nez à la gomme à claquer. En refrain, au cœur, comme on voudra. Allez, vas-y, hop.
Je suis toujours joyeux, car mon cœur est un feu, des choses de feu banales, un vrai feu de Bengale. Hop. Entre nous, ça vaut mieux que de se laver les yeux avec un presse-purée ou de se passer les trous de nez à la gomme à claquer. Mais mon vieux Dac, je te félicite, tes paroles sont très bien. La musique était patente pour danser, mon vieux Trémolo. Ce sera le succès du 14 juillet. Alors, je l'appellerai la polka du saucisson tricolore. Mesdames, messieurs, je vais vous dire quelques mots sur le français moyen, qui plus que jamais est à l'ordre du jour. Cette petite étude est en prose, c'est-à-dire qu'elle est en vers. Et comme les rimes sont à l'intérieur des phrases, on peut difficilement s'en rendre compte. Le français moyen est un mammifère invertébré. Son origine remonte à l'an 40 avant Casimir Périer. Le français moyen offre cette particularité de n'offrir aucune particularité marquante. Il n'est pas anthropophage, quoique carnivore, ce qui l'empêche nullement d'être herbivore et ruminant à l'occasion. Le français moyen professe par-dessus tout le respect de l'ordre et de la morale officiellement établie. Son livret matricule porte d'une manière générale le signalement suivant: taille moyenne, front moyen, yeux indécis, nez moyen, menton rond, visage ovale, signe particulier néant. Observation: ne sait pas nager. Les autres organes ne sont pas mentionnés. Mais il est probable qu'il ne dépasse pas la moyenne honnête à laquelle tout français moyen peut prétendre. Le français moyen aime son intérieur. Son mobilier se compose de meubles acajou et bronze. Il possède en outre une table avec 3 rallonges, comme il dit, un lit de milieu placé sur le côté et une suspension ornée d'un abat-jour en perles de verroterie. Sur la cheminée de la chambre à coucher, une garniture composée de 3 pièces, dont la principale comprend la pendule, surmontée d'un sujet artistique en bronze creux qui porte comme légende « Après les vendanges ou le retour du marin ». Le français moyen a toujours soin d'accrocher au mur de la cuisine le calendrier des postes et télégraphes, orné d'une gravure représentant la récolte de la fougère ou l'entrée des douaniers à Alkirch. Le français moyen a naturellement la TSF. Il est atteint de radiochronique aiguë, affection qui consiste, lorsqu'on a pu obtenir un poste, à tourner les boutons de l'appareil pour en obtenir un autre, et ainsi de suite, de manière à rendre toute audition impossible. Le français moyen a aussi un phonographe. Sa discothèque, composée avec un éclectisme louable, comprend notamment le clair de lune de Werther, solo de violoncelle, le salut au 32e, par doublé, la voix des chênes, et les 2 bavards, Paul Capiston. Le français moyen a naturellement fait la guerre. Aussi écoute-t-il respectueusement ceux qui n'ont pas fait, lui expliquer comment ça se passait en première ligne. Le français moyen a la haine du percepteur, qu'il rend responsable de tous ses maux. Quand il va régler ses contributions, il dit « Qu'est-ce que je vais lui briser au percepteur? Je vais lui dire ce que je pense, moi, au percepteur. » Et quand il est devant la caisse, il paye, et c'est lui qui dit merci. Le français moyen est le piéton par excellence. Aussi traverse-t-il les passages cloutés, installés à son intention, avec une sage lenteur et la conscience de son omnipotence. Il traite les chauffeurs pressés d'espions et de figures de peau de prune. D'ailleurs, ces mêmes injures lui servent. Lorsque l'aventure, il prend un taxi. Mais alors, il les destine aux piétons, pour lesquels, à ce moment, son mépris n'a plus de limite. Le français moyen est badaud par essence et par définition. Quand 2 voitures se tamponnent, c'est lui qui donne à l'agent tous les détails de l'accident. Il n'a d'ailleurs pas vu. Il s'en va en disant, tant que le radiateur n'est pas dans la lanterne arrière, il n'y a pas de mauvais sens faire. Le français moyen a des opinions politiques très arrêtées. Il estime que la République est indéfectible, que ceux de la droite ont raison, ceux de la gauche aussi, et que ceux du centre ont la notion du juste milieu. Le français moyen adore le cinéma. Il s'y rend chaque semaine. Et pendant la projection du film, il explique à haute voix ce qui va se passer à ses amis et connaissances. Le dimanche, le français moyen s'installe sur les grands boulevards à la terrasse d'un café, à moins qu'il ne se promène pour regarder ceux qui sont assis à la terrasse. Dans le premier cas, il commande un café crème, avec beaucoup de café et beaucoup de crème, et 4 morceaux de sucre. Il en met un dans son verre, et 3 autres dans sa poche, et il reste là toute la journée. En partant, il laisse 5 sous de pourboire au garçon,
en ayant l'air de lui dire « Tâchez de ne pas les gaspiller avec les femmes qui fument ». Le français moyen fait presque toujours partie d'une société amicale, telle que les joyeux colombophiles, les anciens de la quincaillerie, les prévoyants de l'avenir, ou les amis de la laïcité et du bœuf grossel réunis. Le français moyen, étant l'héritier direct de Voltaire, possède un stock immuable de clichés, bons mots, lieux communs et plaisanteries qui, se transmettant de génération en génération, trouvent leur emploi dans toutes les circonstances de la vie. C'est ainsi qu'à un enterrement, le français moyen dit « On est vraiment peu de choses sur terre » ou « Ce que c'est que nous tout de même ». Devant la tombe, il fait « C'est la vie ». Et dans le café où il se rend après la cérémonie pour se réconforter, il ajoute « On est mieux ici qu'en face ». Le français moyen maintient son niveau intellectuel et se tient au courant de ce qui se passe en lisant l'Ami du peuple, le Dimanche illustré, la Veillée des chaumières et le supplément du petit journal. Ainsi, le français moyen mène son existence quotidienne, avec ses joies moyennes et aussi ses douleurs qui, pour être moyennes, n'en sont pas moins profondes. Il travaille en augmentant chaque mois son pécule à la caisse d'épargne, dans l'espoir de réaliser un jour le rêve de tout français moyen, la petite maison au volet vert, avec le carré de jardin, le jet d'eau, la boule nickelée, les poissons rouges et le rocher artificiel. Ainsi terminera-t-il ses jours moyens, ayant vécu dans une honnête moyenne, bon fils, bon soldat, bon citoyen, bon époux, bon père, ayant contribué dans la mesure de ses moyens à faire de la France ce qu'elle est, ce qui n'est déjà pas si mal que ça. Pour lutter contre la crise du cinéma français, j'ai écrit spécialement un scénario que je vais vous lire, exactement comme si le film lui-même se déroulait sur l'écran. Voici la compagnie américaine des films scandinaves pour le développement du cinéma français, au capital de 10 millions de passifs, présente le père des deux orphelines, 125% causant et chantant, en 7 bobines de 300 mètres en 140 de large, garantie inaltérable même par les temps de brouillard, distribué par Naté Patan, Gaumont Franco de Port-Robert, Osso Hygiénique, Brandebouvier Bouche B, Métro Goldwyn Mayer et Métro Barbès Rochechouart. Ces maisons se sont réunies en un consortium unique pour faire la nique à la grande firme berlinoise, la UFA, ce qui leur permet de faire nique-nique à la UFA. C'est un film français. Metteur en scène, Eric von Ludwig von Torresmann. Assistant metteur en scène, William Zon McMohammed Abdullah Johnston. Ingénieur du son, Long du Mur, Achille. Opérateur de prise de vue, messieurs Le Bigleux et Biglotour. Décorateur, Serge Yvan des Tapis et du Boff. Ingénieur machiniste, ingénieur des lavabos, Ramon y Pedro y Gomez y tire la chasse d'eau. Femme de ménage, Madame Gibou. Distribution, l'ingénue, Marguerite Moreno. Le curé, Moïse Rosenbaum. Le père, Armand Bernard. Le fils, Armand Bernard. L'oncle, Armand Bernard. La tante, Armand Bernard. On avait également songé à engager le fameux ténor Kipura. Mais, pensant qu'il serait capable de tenir sa promesse, on n'a pas insisté. Prologue. Pendant que se déroulent sur l'écran les indications précitées, l'orchestre, composé d'une harpe, d'un clairon et d'un saxophone à pédales, joue successivement. Regarde si j'ai du goudron dans l'œil, valse Boston. Planque-toi Valgarde, Begin. Et si je te flanquais mon huile dans le feu, prendrais-tu ma bouille pour un chapeau de gendarme, accompagné par les chœurs de la Scola Cantorum et les trompes de chasse du réveil de Bobigny. Les 12 coups de 11h moins 10 sonnent au beffroi de la compagnie des eaux. Puis apparaissent en surimpression les salons de réception de la marquise de Saint-Féneuf. Parmi la brillante assistance, 2 détectives se dissimulent. Ils sont habilement camouflés, l'un en myope, l'autre en astigmate. Les invités se ruent vers le buffet où l'on se marche sur les mains. Prudemment, le maître de la maison a fait coudre les sandwichs. Le frère de la marquise, beau comme un radiateur romain, annonce « On va tirer la tombola ». « Qu'est-ce que fait le chef des gangsters qui vient d'entrer. Il braque son fusil mitrailleur et tue tout le monde. « Bon Dieu », murmure-t-il, « je me suis trompé d'étage. » Le drame, le sommet du Mont Blanc. 2 hommes, dont une femme, gravissent les dernières pentes. « Quelle poésie », dit l'homme. « Oh oui », dit la femme. « Et puis au moins ici on ne sentira pas le moisi. »« Mon cher amour », dit l'homme. « Figure de peau de prune », fait la femme. « Mon Dieu », s'écrie l'homme. « Quoi » dit la femme. « Je viens d'avaler mes bretelles, gémit l'homme. Comme ça, vous aurez la conscience élastique, dit la femme. Il l'a tué à coup de Samuel, car c'était une espionne. Épilogue. Le hall d'honneur du grand hôtel des États-Unis et des morts vendiaux réunis. Un couple de septuagénaires demande une chambre. L'homme sucre les fraises et la femme sale les frites. C'est pour la nuit ou pour un petit moment, demande le réceptionnaire. À notre âge, faut pas compter 8 têtes de jour, répond-le. Là se termine cette aventure noire. Mais avouez qu'on voit au cinéma chaque semaine de plus sombres histoires qui sont encore beaucoup plus bêtes que ça.
Les parents sont de braves gens qui affectionnent leurs enfants, ça se comprend. Mais leurs sentiments débordants parfois deviennent encombrants, même gênants. Car l'amour même maternel est fait d'égoïsme éternel chez les parents. Leurs rejetons sont merveilleux et le monde finit avec eux. À certains moments, c'est odieux, braves parents. Sitôt qu'ils ont un nouveau-né, ils révolutionnent le quartier, les bons parents. La joie les fait devenir idiots, ils sanglotent devant leurs marmots, tendres parents. Le visage du nouveau-né est ridé comme un chimpanzé, mais les parents murmurent ce qu'il est beau notre enfant. Et le père dit quand il sera grand, il me ressemblera complètement, heureux parents. À partir de là, c'est fini, et ils empoisonnent leurs amis, les bons parents. L'enfant est leur unique souci, tout le restant est aboli pour les parents. Vous passerez pour un balourd si vous ne dites pas « Ah, ce qu'il est lourd » aux bons parents. Et s'ils s'oublient sur vos genoux, ils vous diront d'un petit air doux « Vaut mieux que ce soit sur vous que sur nous, braves parents ». Quand l'enfant a sa première dent, là ça devient intéressant pour les parents. Tous les voisins sont invités à venir l'admirer, la palper, naïfs parents. Et l'on ne parle plus pendant le dîner que des fonctions intimes du bébé. Et les parents, en vous servant de la tarte aux pommes, vous disent, cher petit bonhomme, il va sur le pot comme un homme, sacré parent. Quand l'enfant dit ses premiers mots, là c'est la fin des haricots, car les parents emploient un langage singulier afin de lui apprendre à parler, c'est surprenant. Au lieu de dire de façon courante, bébé, dis bonjour à ta tante, les bons parents font devant l'auditoire B1, disent vite bousou à tata. Il y a de quoi se mettre la langue sous le bras, sacré parent. Ça devient comme une obsession, ils bétifient à profusion, les chers parents. Ils disent en chaussant leur bébé, v'là des yéyés pour les pieds-pieds, c'est ravissant. Une soupe à la phosphatine vient de la poupoupelle didine, c'est émouvant. Et le bon lait, pourtant sans tache, devient le lolo de la vavache. C'est à vous dégoûter d'être vache, sacré parent. Toutes ces petites banalités, ils aiment à les répéter, les bons parents. Car un homme, même à 40 ans, restera toujours un enfant pour ses parents. Aussi ne m'en veuillez pas de blaguer ces petits travers sans gravité chez les parents. Car on pourra toujours chercher, on ne pourra jamais trouver rien qui puisse nous remplacer, nos vieux parents. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, la confiture de nouilles, qui est une des gloires de la confiserie française, remonte à une époque fort lointaine. D'après les renseignements qui nous ont été communiqués par le conservateur du musée de la tonnellerie, c'est le cuisinier de Vercingétorix qui, le premier, eut l'idée de composer ce chef-d'œuvre de gourmandise. Il faut reconnaître d'ailleurs que la nouille n'existant pas à cette époque, la dite confiture de nouilles était faite avec du gui. Mais alors, me diront les ignorants, ce n'était pas de la confiture de nouilles, c'était de la confiture de gui. Erreur, que je leur répondrai. C'était de la confiture de nouilles fabriquée avec du gui. Avant d'utiliser la nouille pour la confection de la confiture, il faut évidemment la récolter. Avant de la récolter, il faut qu'elle pousse, et pour qu'elle pousse, il va de soi qu'il faut d'abord la semer. Les semailles de la graine de nouille, c'est-à-dire les senouilles, représentent une opération extrêmement délicate. Tout d'abord, le choix d'un terrain propice à la fécondation de la nouille demande une étude judicieusement approfondie. Le terrain nouillifère type doit être autant que possible situé en bord de route départementale et à proximité de la gendarmerie nationale. Les senouilles sont effectuées à l'aide d'un poêle mobile dans lequel est versée la graine, laquelle est projetée dans la terre par un dispositif spécial dont il ne nous est pas permis de révéler le secret pour des raisons de défense nationale que l'on comprendra aisément. Après cela, on arrose entièrement le champ avec de l'eau de Seltz dans la proportion d'un verre à Bordeaux par hectare de superficie. On sèche avec du papier buvard et on n'a plus qu'à s'en remettre au travail de la terre nourricière, généreuse et démocratique. Lorsque les senouilles sont terminées, les nouilliculteurs, qui sont encore entachés de superstition, consultent les présages. Ils prennent une petite taupe et la font courir dans l'herbe. Si elle fait ou, c'est que la récolte sera bonne. Si elle ne fait pas ou, c'est que la récolte sera bonne tout de même. Et comme ça, les croyances sont respectées et tout le monde sont content. Au mois d'août vient alors le temps de la moisson. Celui qui n'a pas vu moissonner les nouilles n'a rien vu. Les paysans mettent joyeusement les nouilles en gerbes, les gerbes en bottes et les bottes en meules. La nouille, encore à l'état brut, est alors expédiée à l'usine et passée immédiatement au laminouille, qui lui donne l'aspect définitif que nous lui connaissons. Le laminouille est une machine extrêmement perfectionnée qui marche au guignol et cassis et peut débiter jusqu'à 80 km de nouilles à l'heure.
À la sortie du laminouille, la nouille est automatiquement passée au vernis cellulosique qui la rend imperméable et souple. Elle est ensuite hachée menue à l'âge d'abordage et râpée. On vide alors la nouille dans un grand récipient, placé sur un réchaud à alcool à haute tension. Puis, on verse dans le sus du récipient du sel, du thym, du sucre, de la magnésie bismurée, du riz, du vin blanc et des piments rouges. On mélange lentement ces ingrédients avec la nouille à l'aide d'une cuillère à peau et on laisse mitonner à petit feu pendant 21 jours. La confiture de nouilles est alors virtuellement terminée. Lorsque les 21 jours sont écoulés, on saisit le récipient très délicatement, avec d'infinies précautions et le maximum de prudence, et on balance le tout par la fenêtre parce que ce n'est pas bon. Voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, en résumé, l'histoire de la confiture de nouilles. C'est une industrie dont la prospérité s'accroît d'année en année. Elle fait vivre des milliers d'artisans, des ingénieurs, des chimistes, des huissiers et des fabricants de lunettes. Sa réputation est universelle, et en bonne ambassadrice, elle va porter dans les plus lointaines contrées de l'univers, par-delà les mers océanes, la bonne parole et le renom de notre industrie républicaine, une, indéfectible et démocratique. Une, deux, trois, quatre, il est bientôt 8 heures, le brave artisan a quitté l'établi. Après une rude journée de labeur, il est content de retourner chez lui. Une, deux, trois, quatre, il monte 4 à 4 les escaliers du modeste logis. Il hante personne, son cœur cesse de battre, la pièce est vide. Il a déjà compris, un petit mot de billet est posé sur le fourneau, mais sans même le lire, il écrit dans un sanglot. J'ai réchauffé un serpent dans mon sein, j'ai réchauffé un serpent dans mon sein, pendant ma vie tout entière. Oui, dans mon sein, oui, dans mon sein, oui, dans mon sein, dans mon sein, j'ai réchauffé une vipère. 1, 2, 3, 4, il est bientôt 10 heures. Le pauvre homme est toujours là, prosterné. Le mot de billet, cause de sa douleur, il ne veut même pas en lire le libellé. 1, 2, 3, 4, il revoit en vitesse son existence gâchée par ce papier. Et puis il prend un revolver, il le presse sur sa poitrine et pend. Et pend. Bah quoi, et pend? Merci. Pas syndical, ça. Et pend. Il a tiré, mais voici que soudain, du petit trou sanglant, une vipère sort qui dit en ricanant. Il réchauffait un serpent dans son sein, monsieur. Il réchauffait un serpent dans son sein pendant sa vie tout entière. Oui, dans son sein, oui, dans son sein, oui, dans son sein, dans son sein. Il réchauffait, quoi donc, une vipère. 1, 2, 3, 4, et les heures s'écoulent. Comme il est mort, il ne s'en aperçoit pas. Mais une fillette, voyant le sang qui coule en dessous de la porte, a prévenu son papa. Maman, 1, 2, 3, 4, ils sont bientôt 40. Quelqu'un s'empare du mot que nul n'a lu, l'ouvre en tremblant, le lit d'une voix lente, et tous comprennent l'affreux malentendu. Oh, car la lettre homicide, le petit mot de billet posé sur le fourneau, simplement lui disait: faire réchauffer les patates au gratin, faire réchauffer les patates au gratin, la viande est dans la glacière. Moi je reviens vers minuit 20, je suis au cinéma du coin. J'ai été voir Edwige Feuillère.
Hitler, débine-toi, Hitler, débine-toi, Hitler, débine-toi bien vite. Hitler, débine-toi, Hitler, débine-toi, Hitler, débine-toi, crois-moi. Pourquoi te cramponner? Le Reich est bien malade, maintenant ça te tombe dessus, c'est toi qui l'as voulu. Hitler, débine-toi, Hitler, débine-toi, Hitler, débine-toi bien vite. Hitler, débine-toi, Hitler, débine-toi, Hitler, débine-toi, crois-moi. Demandez le dernier succès du docteur Goebbels avec la photographie du Führer et des principaux collaborationnistes en uniforme de pendu. Demandez la complainte des nazis. Écoutez bien, on va vous chanter le premier. Une année finie, l'autre commence. L'un après l'autre, les mois s'avancent, apportant dans leur cortège bleu la promesse de jours plus heureux. Et pendant que la victoire s'apprête à revêtir ses habits de fête, le voile noir des désastres s'étend, oui, sur le Reich et ses derniers amis. C'est la complainte des nazis, le crépuscule avant la nuit, qui met au cœur des hitlériens l'âpre terreur du lendemain. Elle exprime par ses accents la sourde angoisse du châtiment. Dans la tempête et dans les cris, c'est la complainte des nazis. Dans la tempête et dans les cris, c'est la complainte des nazis. Miliciens, mouchards, tristes apôtres, cette complainte est également la vôtre. Vous les traîtres, les vendus, les promis, vous les lâches et les la vôtre aussi, tortionnaires, bourreaux et mercenaires, et le rythme votre heure dernière. Collaborateurs, écoutez-la bien, c'est pour vous que chante ce refrain. C'est la complainte des nazis, c'est la complainte des pourris, qui mettent au ventre des salauds la peur de la corde ou du poteau. Elle accompagne en quelques mots l'agonie de l'ordre nouveau. À vos potences, hommes de Vichy, c'est la complainte des nazis. À vos potences, hommes de Vichy, c'est la complainte des nazis. Et en chœur, c'est la complainte des nazis, c'est la complainte des pourris, qui mettent au ventre des salauds la peur de la corde ou du poteau. Elle accompagne en quelques mots l'agonie de l'ordre nouveau. À vos potences, hommes de Vichy, c'est la complainte des nazis. À vos potences, hommes de Vichy, c'est la complainte des nazis. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur Dac. Je suis très heureux de vous revoir. Ah, vous êtes bien aimable, Monsieur le Président. Et comment ça va? Bah, vous savez, pour ce qui est d'aller bien, ça va plutôt mal. Et pour ce qui est d'aller mal, ça pourrait aller mieux. Arrangez ça comme vous voudrez pour vos journaux. Oui, bien sûr. Mais c'est curieux. Vous êtes tout humide, là. Tout trempé. Bah, n'est-ce pas, depuis 3 ans, il a beaucoup plu. Alors, je me suis un peu mouillé. Un peu, vous êtes modeste. J'ai l'impression que vous êtes mouillé jusqu'au cou. C'est bien ennuyeux, parce que je n'arrive pas à me faire sécher. Vous frappez pas. On vous arrangera ça avec une bonne corde. Toujours le mot pour dire. Vous n'avez pas changé, Monsieur Dac. Je vous connaissais un petit peu. José, elle m'avait parlé de vous. Moi, je fréquentais pas beaucoup les chansonniers. J'aime mieux le cinéma. Enfin, ça n'a pas d'importance. Dites-moi, Monsieur Dac, je crois que nous avons des relations communes. Eh bien, Monsieur le Président, j'ai pas mal roulé dans les prisons ces temps derniers. On m'a beaucoup parlé de vous. Naturellement, mais c'est pas de ces relations-là que je veux causer.
Il paraît que vous vivez en Angleterre. Enfin, j'y suis depuis quelque temps, oui. Eh ben, vous devez déjà avoir des relations, liant comme vous êtes. Oui, je connais un certain nombre de personnes à Londres. Évidemment, évidemment. Mais enfin, vous pourriez bien voir les milieux politiques. Qu'est-ce que vous pensez du labour? Le labour? Ah oui, oui, le retour à la terre. Je crois que vous en entendrez parler d'ici peu. C'est pas de celui-là que je veux parler. Je veux parler du Labour Parti. Vous savez, Monsieur Dac, j'étais socialiste. Il me semble, Monsieur le Président, que vous avez été beaucoup de choses. Justement, ça peut toujours servir. Mais est-ce que vous croyez que mes camarades du Labour Parti, ils se souviennent de moi? Si vous leur expliquiez, ils pourraient peut-être intervenir en ma faveur. Je vais vous dire la vérité. Mes affaires, elles ne vont pas très bien. Je vous crois un peu gêné aux entournures. Oui. Ça ne vous gêne pas du côté du cou? Oui, non, enfin, pourquoi me demandez-vous ça? Pour rien. Vous comprendrez plus tard. Mais vraiment, là, qu'est-ce que vous pensez que le Labour Party ferait pour moi? Vous pensez pas qu'il voudrait m'aider à me faire blanchir? Monsieur le Président, si vous me permettez de dire tout ce que je pense, j'ai l'impression qu'il serait peut-être difficile de vous blanchir. En dehors de la cravate, je ne vous vois pas très blanc. Oh, tout ça, voyez-vous, c'est une question d'optique. Vous savez, on a cru que j'aimais pas l'Angleterre. C'est pas si vrai que ça. C'est un grand pays, l'Angleterre. Chamberlain me l'avait toujours affirmé. Alors, si l'Angleterre voulait comprendre... On verra ça, Monsieur le Président. Seulement, je crois qu'il y a une petite erreur sur la personne. C'est moi qui suis venu vous interviewer. Ah, c'est exact, Monsieur Pierre Dac. Je vous écoute. Eh bien, Monsieur le Président, je voudrais savoir ce que vous pensez du chancelier Hitler. Vous y tenez beaucoup? Je suis venu pour ça. Oh, moi, j'y tiens pas. Vous avez des relations avec lui? Oh, plutôt des rapports. De quel genre? Des rapports de police. Mais, en réalité, il ne s'est pas montré suffisamment compréhensif pour les affaires du Puy-de-Dôme et pour celles d'Aubervilliers. Il aurait dû mieux comprendre mes intérêts. Il n'aurait pas dû blesser mon amour-propre. C'est dommage. En somme, c'est un garçon qui ne comprend pas les finesses. Ah, j'ai l'impression que vous les comprenez très bien, Monsieur Dac. Au fond, vous auriez peut-être été plus fort que moi en politique étrangère. Si vous vouliez prendre ma place... Je vous remercie beaucoup, Monsieur le Président. Mais je préfère être dans ma peau que dans la vôtre. Et le maréchal? Quel maréchal? Le maréchal Pétain. Oh, c'est vrai, j'avais oublié. Excusez-moi, Monsieur Dac. Oh, moi, ça ne me dérange pas. Mais justement, moi, ça me dérange. Et pourquoi? Ça ne va pas tous les deux? Ça dépend des jours. On a quelquefois des petites frictions. Ben oui, il faut bien se laver la tête de temps à autre. Comme vous dites. Vous comprenez, on n'a pas toujours le même point de vue tous les deux. Mais ça ne nous empêche pas de poursuivre le même but. Ce qui compte, c'est le résultat. Une autre question, Monsieur le Président. Que devient votre ami Doriot? Mon ami, enfin, c'est plutôt comme qui dirait un concurrent. Vous savez, ça fait marcher le commerce, la concurrence. Oh, ces affaires ne marchent pas trop mal. C'est un drôle de garçon, ce Doriot. J'avais placé quelque espoir sur lui. Mais au fond, là aussi, j'ai été déçu. Il ne pense qu'à son avenir à lui. Je vais vous dire, c'est un arriviste. Un arriviste? Il me semble, Monsieur le Président, que vous savez très bien ce que c'est qu'un arriviste. Oh, je ne dis pas le contraire, Monsieur Dac. Mais qu'est-ce que vous voulez? Il y a la manière dans la vie. Comme me le disait José, quand elle m'empêchait de prendre mon fromage à la pointe de mon couteau. Papa, toi, tu auras toujours la manière. Monsieur le Président, je vous remercie pour vos intéressantes déclarations. Permettez-moi de vous dire au revoir, ou plutôt adieu, car j'ai l'impression que nous ne nous reverrons plus. Pourquoi ça, Monsieur Dac? Soyez pas pessimiste. Qu'est-ce que vous voulez qu'il vous arrive? Oh, à moi, rien. Mais à vous, sûrement.
Lorsque sans parti pris, on établit le bilan de l'humanité d'aujourd'hui, devient limpide comme un clair de lune élu, mineux comme un clair de notaire. C'est pas de sitôt que les hommes seront frères, et que malheureusement au contraire, nous vivons à présent sous le signe affligeant de la haine et de ses affluents. C'est triste et déprimant. Refrain. Il y a de la haine partout, il y a de la haine tout autour de nous, surtout partout où tout se passe par en dessous. De mémoire de grinche jamais dans les yeux, en pitant le regard haineux. Ah, y'en a dit, y'en a dit, de cette haine qui, sous les esprits qui, perdent le sens de la fraternité, et ainsi, c'est l'altruisme aussi. Hélas, maintenant l'altruisme est foutu et c'est couru. Y a pas plus d'altruisme que de beurre au but. Y a plus que de la haine, si bien que dans le pays, y a tout le monde qui sera haï. Mais là où la chose se complique et devient tragique, c'est que la haine vient pour chacun une espèce de besoin que d'authentiques sagouins entretiennent de près comme de loin. Il y a de la haine de toutes les nuances, de la haine sans l'air une circonstance. Il y a de la haine de bon ton pour les haines de salon et la grosse haine de confection. Mais de toutes les façons, il y a trop de haine, oui, il y a trop de haine et il y a trop d'haineux. Ça tourne au scabreux et au scandaleux, car certains haineux en arrivent même entre eux à se traiter de tête d'aineux. C'est un cercle vicieux, car quand un haineux est un autre haineux, celui qui est aussi par l'autre haï, de même que celui qui est haï, haïssant celui dont il est haï. Chaque haï donc est un haï qui est, ce qui fait qu'en fin de compte on peut voir comme ça l'haï ici et l'haï. Haine par-ci, haine par-là, ah, y aurait-il de la haine ici-bas. Mesdames, Messieurs, c'est en tant que secrétaires généraux d'un grand parti en gestation que nous sommes venus dans cette enceinte pour accoucher d'un vaste programme. Le parti d'en rire, dont nous avons la fierté et l'honneur d'être les porte-paroles. Et les portes cochères. Je l'avais déjà dit. Merci. Il n'y a pas de quoi. Va par le truchement de notre intermédiaire vous faire connaître ses principes. Pour leur donner plus de chaleur et d'harmonie, nous allons vous les présenter sur les motifs du célèbre Brasero de Ravel. Le Brasero au sourire si doux. Dont nous nous sommes assurés l'exclusivité. Voilà. Oui, notre parti, parti d'Henri, oui, c'est le parti de tous ceux qui n'ont pas pris de parti. Notre parti, parti d'Henri, oui, c'est le parti de tous ceux qui n'ont pas pris de parti. Notre parti, parti d'Henri, c'est le parti de tous ceux qui n'ont pas pris de parti. De prendre la tête d'un parti qui soit un peu comme un nombril, un parti placé au-dessus des partis, en bref un parti, oui. Oui, c'est le parti de tous ceux qui n'ont pas pris de parti. Puis se protéger la patrie de tous les autres partis, et ceci jusqu'à ce qu'une bonne partie soit partie et que l'autre partie c'est parti. Et compris qu'il faut être en partie, répartis, tous en un seul parti, notre parti. Notre parti, parti d'Henri, oui, c'est le parti de tous ceux qui n'ont pas pris de parti. Nous avons placé nos idéaux bien plus haut que le plus haut des idéaux. C'est le parti. Et nous ferons notre mieux, crève Dieu, crève mon Dieu, devant Dieu, pour que ce qui ne va pas aille encore mieux. C'est le parti de tous ceux qui n'ont pas pris de parti. Oui, pour vivre heureux, prenons le parti d'en rire. Seule la joie et la gaieté peuvent nous sauver du pire. La franche gaieté, la saine gaieté, la bonne gaieté des familles. Oui, c'est le parti de tous ceux qui n'ont pas pris de parti. Nos buts sont déjà fixés, réconcilier les œufs brouillés,
faire que le beau temps puisse se coucher. Apprendre aux chandelles à se moucher, aux lampes pigeons à roucouler. Amnistier les portes condamnées, à l'exception des porte-manteaux. Tiens, ça ne rime pas. Je sais, c'est pour ça qu'ils sont condamnés. Faire sauter les plombs à coups de trique et les pommes de terre au plastique. Exiger que tous les volcans soient ramonés une fois par an. Rendre obligatoire et laïque le port du slip en céramique. Mais interdire au moins de 16 ans le port du havre par gros temps. Simplifier les lignes d'autobus en supprimant les terminus. Et pour prouver qu'on n'est pas chiche, faire beurrer tous les hommes sandwich. Voilà quel est notre programme. Voilà le programme. 1, 2, 3. Mandez le programme. 4, 5, 6. En vente partout. 7, 18, 32. Je le paye sans sous. 9, 43 demi. Adhérez ici. Notre parti, parti d'Henri. Oui, c'est le parti de tous ceux qui n'ont pas pris de patrie. Notre patrie, notre nombril. Oui, non, si, merde. De tous ceux qui n'ont pas pris de nombril. Et voici ce qu'est notre parti. Veuillez écouter maintenant Bagatelle sur un tombeau. Monsieur Henriot s'obstine. Monsieur Henriot est buté. Monsieur Henriot ne veut pas parler des Allemands. Je l'en ai pourtant prié de toutes les façons, par la chanson, par le texte, rien à faire. Je ne me suis attiré qu'une réponse pas du tout aimable, ce qui est bien étonnant, et qui, de surcroît, ne satisfait en rien notre curiosité. Pas question des Allemands. C'est entendu, monsieur Henriot. En vertu de votre théorie raciale et nationale-socialiste, je ne suis pas français. À défaut de croix gammée et de francisque, j'ai corrompu l'esprit de la France avec le Samuel. Je me suis, par la suite, vendu aux Anglais, aux Américains et aux Soviets. Et pendant que j'y étais, je me suis également vendu aux Chinois. C'est absolument d'accord. Il n'empêche que tout ça ne résout pas la question des Allemands. Nous savons que vous êtes surchargé de travail et que vous ne pouvez pas vous occuper de tout, mais tout de même, je suis persuadé que les Français seraient intéressés au plus haut point si, à vos moments perdus, vous preniez la peine de traiter les problèmes suivants dont nous vous donnons la nomenclature, histoire de faciliter votre tâche et de vous rafraîchir la mémoire. Premièrement, le problème de la déportation et des camps de la mort. Deuxièmement, le problème des prisonniers. Troisièmement, le traitement des déportés et des prisonniers. Quatrièmement, le statut actuel de l'Alsace-Lorraine et l'incorporation des Alsaciens-Lorrains dans l'armée allemande. Cinquièmement, les réquisitions allemandes et la participation des autorités d'occupation dans l'organisation du marché noir. Sixièmement, le fonctionnement de la Gestapo en territoire français et en particulier les méthodes d'interrogatoire. Septièmement, les déclarations du Führer dans Mein Kampf concernant l'anéantissement de la France. Peut-être me répondrez-vous, monsieur Henriot, que je m'occupe de ce qui ne me regarde pas. Et ce disant, vous serez logique avec vous-même, puisque, dans le laïus que vous m'avez récemment consacré, vous vous écriez notamment « Et où nous atteignons les cimes du comique, c'est quand notre DAC prend la défense de la France. La France, qu'est-ce que cela peut bien signifier pour lui? Eh bien, monsieur Henriot, sans vouloir engager de vaines polémiques, je vais vous le dire, ce que cela signifie pour moi, la France. Laissez-moi vous rappeler, en passant, que mes parents, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents et d'autres, avant eux, sont originaires du pays d'Alsace, dont vous avez peut-être, par hasard, entendu parler, et en particulier de la charmante petite ville de Niederbronn, près de Haguenau, dans le Bas-Rhin. C'est un beau pays, l'Alsace, monsieur Henriot, où, depuis longtemps, on sait ce que cela signifie, la France, et aussi ce que cela signifie, l'Allemagne. Des campagnes napoléoniennes, en passant par celles de Crimée, d'Algérie, de 1870-71, de 14-18, jusqu'à ce jour, on a dans ma famille, moi y compris, monsieur Henriot, lourdement payé l'impôt de la souffrance, des larmes et du sang. Voilà, monsieur Henriot, ce que cela signifie pour moi, la France. Alors, pourquoi ne pas nous dire ce que cela signifie pour vous, l'Allemagne? Un dernier détail. Puisque vous avez si complaisamment cité les prénoms de mon père et de ma mère, laissez-moi vous signaler que vous en avez oublié un, celui de mon frère.
Je vais vous dire où vous pourrez le trouver. C'est d'aventure, vos pas vous conduisent du côté du cimetière Montparnasse, entrez par la porte de la rue Froidevaux. Tournez à gauche, dans l'allée, et, à la 6e rangée, arrêtez-vous devant la 10e tombe. C'est là que reposent les restes de ce qui fut un beau, brave et joyeux garçon, fauché par les obus allemands le 8 octobre 1915 aux attaques de Champagne. C'était mon frère. Sur la modeste pierre, tous ses noms, prénoms et le numéro de son régiment, on lit cette simple inscription. Mort pour la France à l'âge de 28 ans. Voilà, monsieur Henriot, ce que cela signifie pour moi, la France. Sur votre tombe, si toutefois vous en avez une, il y aura aussi une inscription. Elle sera ainsi libellée. Philippe Henriot, mort pour Hitler, fusillé par les Français. Bonne nuit, monsieur Henriot, et dormez bien, si vous le pouvez.